Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, le petit vin blanc que l'on buvait sous les tonnelles, une chanson signée Gendre et Jacques, qui a également immortalisé un ciel de Paris sous lequel les amoureux marchaient sans la crainte d'être renversés par un vélo ou une trottinette. Gendre et Jacques, c'est le symbole d'une époque que nous allons revivre aujourd'hui grâce à vous, Frédéric Brun. Bonjour. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes le fils de Gendre et Jacques, qui a écrit des chansons immortelles. Il nous a quittés voici 20 ans. Vous publiez à la fois un livre, le roman de Jean, et un album, un coffret, Jukebox Troubadour, pour évoquer sa mémoire. Et c'est l'occasion, effectivement, d'évoquer une certaine époque de la chanson française qui a malheureusement disparu, je crois. Pas tant que ça, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui reprennent ces chansons encore aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai que le temps passe. Exactement. Alors, le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer un parcours, donc celui de Gendre et Jacques, qui a écrit des centaines de chansons à succès, et certaines qui ont fait le tour du monde, on va en parler, à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, elle est récente. C'est le 10 février 2007, une double inauguration à Nogent-sur-Marne, à laquelle vous étiez, puisque vous êtes Frédéric Brun, le fils de Gendre et Jacques, un square du Petit Vin Blanc et une allée Gendre et Jacques, pour rendre hommage à une chanson. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles du côté de Nogent. Alors cette chanson, tout le monde la connaît. Là, c'est une version de Laurent Voulzy, récente, mais c'est pas lui qui l'a créée au départ, cette chanson, Frédéric Brun. Ah non, on le saurait s'il avait créé le petit vin blanc. Mais en fait, il m'a fait un magnifique cadeau. J'ai rencontré Laurent justement le jour de cette inauguration de la place du petit vin blanc et de la rue Gendre et Jacques. Et on a sympathisé. On s'est revu une autre fois dans un événement assez insolite qui est la confrérie du Petit Vin Blanc. Il y a une confrérie du Petit Vin Blanc à Nogent-sur-Marne. Et on a commencé à parler de poésie, parce que bon, moi maintenant je travaille dans la poésie, je dirige une édition qui s'appelle Poésis, et bon voilà, c'est mon domaine de recherche. Et il avait un projet, il adore le Moyen-Âge, Laurent Voulzy, donc je vais parler un peu de poésie du Moyen-Âge. On a eu d'autres, on a pris des rendez-vous, et puis de fil en aiguille, il m'a dit un jour, Souchon m'a dit tu devrais enregistrer un jour le Petit Vin Blanc. Donc quand j'ai entendu cette phrase, je lui ai répété plusieurs fois. Exactement. Alors cette chanson au départ c'était pour une femme qui s'appelait Michel Dorland, et puis c'est Lina Margy qui l'a immortalisée pendant la guerre. Oui. Il y a eu on vendait pas beaucoup de disques à l'époque. Je me suis, il y avait un chiffre qu'on m'a donné que j'ai découvert il y a pas très longtemps. 1,5 million de partitions, 20 000 disques vendus. Voilà. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait les chanteurs des rues. On achetait des petits formats dans la rue, c'était des partitions, et on chantait avec les gens. Et juste après la guerre, cette chanson, justement, à une époque, on a besoin de rêver. Elle a fait le tour de Paris et de la France grâce aux accordéonistes, et pas seulement à Nogent. Oui. Et elle est partie aussi par ce que m'a raconté mon père, par les brasseries. Les grands boulevards étaient très animés, et les brasseries avaient des orchestres. Et le succès, enfin le départ est parti aussi des brasseries des grands boulevards. L'idée, je crois, est née lorsque Gendre et Jacques, votre père, Frédéric Brun, se promenait en face de l'île d'Amour, qui est une île qui est à côté de Paris. On remonte la Marne en barque jusqu'aux îles de Brie, et c'est le symbole du romantisme, donc l'île d'Amour. Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu cette idée à ce moment-là. Alors oui, c'est effectivement la création du Petit Vin Blanc, elle est tout à fait étonnante. Ce qui s'est passé, c'est que mon père est allé un jour jouer aux courses avec un ami. Il a gagné une belle somme. Et il a dit à son ami, si on allait prendre 1 ou 2 jours de vacances au bord de la mer, de la Marne, ici. Donc ils ont dû avoir un déjeuner bien arrosé. Ils ont fait un tour de barque, et mon père, seul dans sa barque, m'a raconté cette anecdote qui est assez importante en fait. C'est qu'il avait entendu la coda du Petit Vin Blanc, pour fauter, intégralement dans sa tête, paroles et musique. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui est arrivé presque hors de sa volonté. Et ensuite, il est allé voir le grand compositeur à la mode de l'époque, Charles Borel-Clerc, qui avait fait beaucoup de succès précédemment, et il a un peu amélioré la mélodie. Il l'a édité, parce qu'il avait une maison d'édition assez importante, et le succès est parti. Alors, comment expliquer ce succès? Est-ce que c'est le fait que les gens voulaient rêver, s'amuser après la guerre? Est-ce qu'il y a une autre raison, Frédéric Brun?
Oui, je pense que c'est la joie de la libération de Paris. Je crois qu'il y a 2 chansons. Mon père m'avait expliqué qu'il y avait 2 gros succès à la Libération. En tant qu'historien, vous devez certainement encore mieux connaître Fleur de Paris et À le petit vin blanc. Voilà, exactement. Ça correspond à ça. Et ça a tellement marché, le petit vin blanc, Frédéric Brun, qu'un jour, Roland Dingesser, qui était député de Nogent-sur-Marne et maire de Nogent-sur-Marne, a créé en 1954 une fête du petit vin blanc. Oui, et qui a perduré, je crois, jusqu'en peut-être 74. Non, même jusqu'en 95. À 95. Ouais. Et tous les 2 ans, il y avait 2 jours de fête avec des majorettes, des fanfares. C'était quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Oui. Non, alors effectivement, quand je dis 74, je fais une erreur, puisque maintenant, je revois dans ma tête quelques photographies avec des artistes, des vedettes de l'époque, et mon père posait à côté d'elle dans les années 90. Voilà. Et c'est vrai que c'était une fête populaire comme on n'en fait plus aujourd'hui. Oui. Maintenant, il y a d'autres genres de fêtes. Oui. Mais la fête du petit vin blanc, c'était Évelyne Leclerc qui était la marraine pratiquement chaque année. Et il y avait une fête du livre de poche où les auteurs venaient signer. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Non. C'était des grands moments. Et c'est vrai que personne n'imaginait. On a même oublié que le petit vin blanc, c'était une chanson de Jean Dréjac. C'était un air du folklore populaire. Oui, on a l'impression que c'est effectivement... cette chanson, en fait, a marqué pas mal les gens parce qu'elle est non seulement un succès, mais elle est liée à un événement historique. La Libération. Donc c'est la raison. Alors, Jean Dréjac n'est pas né à Nogent, mais je crois qu'il a grandi près de Grenoble, à Vorep, exactement. Oui. Et je sais qu'à Vorep, le médecin de campagne, c'était un certain Pierre Fugain, qui est le père de Michel Fugain. Et Michel Fugain a grandi à Vorep aussi. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, je savais qu'il était grenoblois, mais je ne savais pas que c'était de Vorep. Voilà. Alors, Jean Dréjac donc, débute avant de devenir auteur du Petit Vin Blanc et d'autres chansons, dans la chanson, en se produisant à Paris dans des lieux totalement oubliés, les Folies Belleville, le Petit Casino. C'était des cafés-concerts. Oui, mais alors ce qui est assez étonnant, parce que alors donc mon père a quitté Grenoble, il est né en 1921, il a quitté Grenoble en 1938. Son père n'était pas du tout d'accord, parce qu'à l'époque, ce que m'a raconté mon père, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir artistes, on a l'impression que c'est facile de devenir chanteur avec les home studios, avec la médiatisation télé, mais à l'époque, prétendre être un artiste, c'était un acte... rien que le fait de le dire, c'était assez prétentieux, en fait, de dire j'envisage de faire du music hall. Donc il lui a dit, écoute, je te donne 3 semaines d'économie, tu pars avec ta mère à Paris et tu essaies de te lancer. Et en fait, au départ, il voulait pas être auteur, il voulait être interprète. Il chantait les chansons de Trenet, de Misraki, de Tranchant. Et il a réussi en 1 an à convaincre, c'était pas des grands musicals, mais ça existait quand même, à être en haut de l'affiche en 1939, fin 38, début 39. Il est en haut de l'affiche, Dréjac, l'artiste le plus important de la revue. Et Dréjac, c'était un pseudo. Oui, alors c'est un pseudo qui vient tout simplement, vous avez cité mon nom, Frédéric Brun, ouais. Il s'appelle Jean-André Jacques Brun, donc il a fait un pseudo avec ses prénoms. Et il faut savoir que Jean Dréjac a gagné une compétition qui était l'ancêtre de The Voice, qui s'appelait le Music Hall des Jeunes sur Radio Cité, qui était un poste privé en guerre, avec une chanson très particulière. Le nez de Cléopâtre avait été plus long. Si les femmes pouvaient dire oui quand il faut pas dire non. Et si place de l'opéra on faisait pousser des fraises. On n'en serait pas là. Alors c'est une chanson de Ray Ventura qui avait une particularité, Frédéric Brun, c'est que les paroles changeaient en fonction de l'actualité. Et Jean Dréjac a chanté cette chanson et a gagné ce concours. Vous le saviez ? Vous arrivez encore à m'apprendre des choses, Jacques. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il a gagné un engagement de 5 semaines pour se produire dans les salles de cinéma qui étaient les parrains et les marraines du groupe. Oui. Alors, ce que je savais, par contre, c'est qu'il a fait toute une série de chansons pour l'orchestre de Jacques Elian. Mais je savais aussi que certaines chansons avaient été programmées par Radio Cité. Je me demande même si c'est pas grâce à Radio Cité, c'est peut-être grâce à ce concours. Oui. Il a joué une fois au cinéma, mon père. Pour une réplique, il est parti à Berlin, dans un film où jouait Fernandel. Et il m'a toujours raconté qu'il avait été logé dans un palace pour dire
une phrase. Exactement. Et c'était en Allemagne. Quand il revient à Paris, la guerre éclate et là, il va échapper au STO. Oui, exactement. Mais je crois que les music-halls ont réouvert pendant je ne sais pas combien de temps, un an peut-être. Oui, fin 40, ils ont réouvert, oui. Ils ont réouvert et ils sont refermés. Et c'est à partir, quand ils sont fermés, là, il a dû se faire discret parce que les Allemands ont dit mais c'est quoi ce jeune là qui chante, il est pas au front, il est pas au STO, etc. Et comme mon père était réfractaire au STO, il s'est caché en fait. Et il a réussi à se cacher, ce qui n'était pas évident. Oui, il a même reçu il y a longtemps après la médaille de réfractaire du STO. Oui, alors que Brassens n'y a pas échappé, que De Vos n'y a pas échappé, c'est un miracle presque d'avoir pu ne pas aller en Allemagne. Oui. Mais tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Alors, il y a eu d'autres choses ensuite qui ont changé sa vie et sa carrière d'auteur notamment. Et on va l'évoquer à travers une autre date importante, le 28 mars 1951. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Brun pour parler de Jean Dréjac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Brun, fils de Jean Dréjac, qui a écrit entre autres comme chanson célèbre, une chanson qui a fait le tour du monde, effectivement. À Nogent, on connaît tous Le Petit Vin Blanc. Vous publiez un coffret Jukebox Troubadour chez EPM où vous évoquez les chansons qui ont marqué la carrière de votre père, des chansons encore une fois célèbres, et un livre, Frédéric Brun, le roman de Jean, chez Poésis, votre maison d'édition, le parcours de votre père. Alors, il y a une chanson aussi qui a été très importante, et si je parle du 28 mars 1951, c'est la sortie d'un film où cette chanson est née. Sous les cieux de Paris marchent les amoureux, leur bonne se construit ce qu'il leur fait pour eux, sous la photo ainsi. Alors c'est un document, les trois ténors en 98, qui se retrouvent à Paris et qui chantent sous le ciel de Paris la seule chanson de variété dans un spectacle d'opéra. C'était un grand moment. C'est impressionnant, oui. Pavarotti et autres avaient choisi cette chanson. Ils la connaissaient. Oui. Pour quelle raison ? Vous savez, cette chanson, on vient de parler de Le Petit Vin Blanc, mais en fait, le grand succès de mon père, c'est Sous le ciel de Paris. Parce que elle est connue, elle est vraiment internationale. Elle a été numéro 1 aux États-Unis, au Japon. Chaque fois que je voyage, je l'entends jouer par un accordéoniste dans la rue. C'est une chanson qui est vraiment très connue. Plus que Le Petit Vin Blanc, c'est un succès national. Sous le ciel de Paris, c'est un succès national et international. Alors, il se trouve que Sous le ciel de Paris, c'est né un jour lorsque Julien Duvivier crée son film. Son film Sous le ciel de Paris, c'est une chronique d'un Paris disparu avec des textes d'Henri Janson, dit par François Perrier. Apparemment, il n'y a aucune raison. Et puis surtout, un jour, Henri Janson voit une émission de télévision, Télé Paris, qui passait sur l'unique chaîne en noir et blanc, et il voit Jean Dréjac interpréter une chanson que Jean Sablon va ensuite mettre à son répertoire. Dans les cœurs aux alentours, la chanson de la joie qui s'en va dans le ciel, par-dessus les toits, vers la tour Eiffel, ou bien qui descend flâner simplement dans les ruelles avec et les c'est comme gens. ça qu'il a l'idée d'appeler Jean Dréjac et Hubert Giraud pour leur dire si vous faisiez la chanson de ce film. C'est ça ? Alors, l'histoire, elle est incroyable. Bon, alors, la chanson de Paris qu'on vient d'entendre, mon père était à l'époque à Alexandrie. Il a chanté pendant 1 an à Alexandrie, dans un cabaret, où il a eu la chance d'avoir Jean Cocteau et Jean Marais qui sont venus le voir. C'est un grand moment pour lui. Et puis, au bout d'1 an, il commence à avoir la nostalgie de Paris, et il écrit la chanson de Paris à Alexandrie. Oui. Et cette chanson de Paris remporte le prix je crois, un prix de chanson. Le Grand Prix de la chanson française. Ou le Grand Prix de la chanson française. Mon père il apprend qu'il y a ce film, il se dit, avec ce prix, cette chanson, elle commence à avoir un petit succès, je vais la présenter à Julien Duvivier. Donc, mais il fallait qu'il la chante avec un guitariste. Hubert Giraud était là cet après-midi-là. Hubert Giraud, qui est un grand auteur de chansons, qui a composé des dizaines de succès. Grand mélodiste. La tendresse, Mamie Blue et beaucoup d'autres, c'est lui. Il est mort le soleil. Oui.
Hubert Giraud était avec lui. Il lui a dit, écoute, j'ai une voiture, j'ai une guitare, je t'emmène, je t'accompagnerai à la guitare, tu chanteras la chanson de Paris devant Duvivier. Et Duvivier c'était un samedi après-midi, je crois, il lui a dit, c'était aux Tuileries, tourné aux Tuileries, lui a dit, écoutez, non, cette chanson, je la sens pas pour, je crois qu'il voulait en faire le générique et puis à l'intérieur du film, je la sens pas, mais si vous voulez, je me décide demain, vous m'en présentez encore une nouvelle demain. Et Hubert Giraud, le temps de retourner à la voiture, en 20 secondes, il a fredonné la mélodie de Sous le ciel de Paris. Sur les quais de la Seine, mon père commençait à faire le premier couplet. Hubert Giraud a dit, écoute, il faut à tout prix que tu la finisses pour demain. Et mon père, qui travaillait quand il en avait envie, avait un rendez-vous galant à Montparnasse et lui dit, écoute, pour demain matin, franchement, je verrai. Et finalement, il a fait la chanson dans la nuit. Ils l'ont proposée le dimanche à Julien Duvivier et elle a été acceptée. Et c'est devenu un succès, ce que personne n'imaginait, Frédéric Brun. Oui, mais même lui, parce que le seul manuscrit que j'ai de Sous le ciel de Paris, c'est une lettre qu'il a écrite à un copain de Grenoble. Il lui dit, j'ai écrit ce texte cette nuit, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, les compagnons de la chanson, Jacqueline François, Yves Montand, Édith Piaf, en France, tout le monde l'a repris. Et finalement, comment on peut expliquer ce succès qui est devenu international ? Déjà, je pense, même si mon père est auteur et que je pense que le texte de Sous le ciel de Paris est très réussi, je pense qu'en étant honnête, il y a la mélodie. Le succès d'une chanson, ayant travaillé aussi dans la chanson, c'est souvent la mélodie qui prime souvent pour les succès des chansons. Donc il y a cette mélodie formidable d'Hubert Giraud, et d'ailleurs c'est grâce à une des versions instrumentales qu'elle a commencé à se faire connaître. Pour la petite anecdote, aux États-Unis, c'est parti par les orchestres. Elle est devenue numéro 1 aux États-Unis par la mélodie. Et un jour, Édith Piaf a appelé mon père à Paris, lui a dit, Jean, tu t'es pas au courant, mais on entend Sous le ciel de Paris partout, ici. Et donc, là, c'est la mélodie qui a été lancée. Preuve que la mélodie intéressait beaucoup de gens. Elle a été aussi reprise par de nombreux jazzmen, oui. Donc en instrumental. Après, par les crooners sous la version Under Paris Skies, en Paul Anka et Andy Williams. Et puis, il y avait une mode dans les années 50, ça que vous connaissez bien, c'est que quand une chanson était un succès, tous les interprètes voulaient faire une version. C'était la mode des standards. Des multiples reprises. Oui. Donc elle a été chantée par Piaf, par Gréco, par Montand, mais quinzaine d'interprètes, je peux pas tous les citer. Donc entre les interprètes français, les jazzmen, les crooners américains, les trois ténors, c'est une chanson qui a fait le tour de tous les genres musicaux. Exactement. Et le côté instrumental qui est d'ailleurs dans ce coffret que vous avez sorti, c'est celle de Duke Ellington, Under Paris Sky. C'était une des chansons préférées des Duke Ellington. Il ne manquait jamais de jouer ce morceau lorsqu'il donnait un concert. C'est assez étonnant. Oui, c'est incroyable. Et puis, la chanson a traversé les générations, puisque récemment, c'est Zaz même qui a chanté Sous le ciel de Paris. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Et c'est vrai que c'est une version très différente, mais ça peut toucher, ça permet aux jeunes de se souvenir de cette chanson. Oui. C'est assez surprenant parce ça a même été un succès, cette version de Zaz. C'est en 2015, je crois. Oui, c'est ça. Et ça a été à nouveau un succès. C'est-à-dire 64 ans après la création de la chanson. Ce que personne n'aurait imaginé. Oui. Alors, j'ai même vu une pub pour les catacombes, Frédéric Brun, où il est précisé qu'elle se situe sous le ciel de Paris. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on en est là, de ce côté-là. Oui, bon, alors d'accord. Alors, il y a beaucoup d'autres chansons de Jean Dréjac qui ont eu du succès, et il y en a une qu'on évoque régulièrement, parce qu'elle est le symbole de l'art de bien vivre. La cuisine qui retient les petits maris qui se débinent
mais celle qui faisait Florès en robe de Dior et sac d'Hermès. C'est vrai que je crois que Jean Jacques a porté cette chanson gémir. à Juliette Gréco, il lui a chanté a cappella et qu'elle l'a accepté aussitôt, c'est ça? Vous connaissez tout, Jacques. Effectivement, mon père, alors mon père était souvent en retrait. Mais là, il était content, il était fier de cette histoire parce que d'abord, il a fait paroles et musique. Et donc, n'étant pas instrumentiste, il composait a cappella. Oui. Et il est allé la chanter chez Juliette Gréco. Il était sur le canapé en face de Juliette Gréco. Il lui chante a cappella. Et quand il a fini la chanson, elle lui dit « Je la prends ». Voilà. Et il avait pensé à Juliette Gréco comme ça, ou parce que ça correspondait à son... Oui, certainement, oui. Mais faire paroles et musique comme ça instantanément, c'est un don, parce qu'il ne faisait pas que des paroles, Jean Jacques. Non, il en a composé quelques-unes. Il y a Ma Muse, Papa est un poète... le petit vin blanc, je dirais qu'il en a fait une grande partie de la musique, par exemple. Et Juliette Gréco, la cuisine, fait des petits maris, qui retient les petits maris. Elle, c'était le contraire, puisqu'elle était mariée à Daryl Zanuck aux États-Unis, qui voulait faire d'elle une grande star internationale en la couvrant d'or et de bijoux. Elle a dit non, moi je préfère rentrer à Paris. Elle est revenue à Paris avec le succès que l'on sait. Voilà. C'est une autre histoire de Juliette Gréco. Et d'autres histoires sur Jean Jacques, il y en a une autre importante aussi. Et on va évoquer une date, le 5 juin 1955. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Brun pour parler de Jean Jacques. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, nous rendons hommage à Jean Jacques, auteur du Petit Vin Blanc, Sous le ciel de Paris et d'autres chansons qui ont fait le tour du monde avec Frédéric Brun, son fils. Vous publiez un coffret chez EPM, Juxbox Troubadour, on va en parler tout à l'heure, et un livre, le roman de Jean, Les souvenirs que votre père n'a pas pu écrire, chez Poésie, c'est bien ça? Exactement. Alors, dans ce livre comme dans ce coffret, il y a une chanson qui est évoquée le 5 juin 55, qui est une date importante, car la personne qui l'a interprétée chante ce soir-là au Shoreham Hotel Statler de Washington, c'est Edith Piaf. Et c'est la première fois que Jean Jacques est officiellement aux États-Unis à ses côtés, car il est arrivé très discrètement, je crois. C'est ça, non? Oui. C'est-à-dire qu'il est arrivé, parce que je crois que Jacques Pils, c'est le mari officiel d'Edith Piaf, était encore là. Il devait rentrer des États-Unis pour faire soi-disant une comédie musicale. En gros, il était viré. Et Jean Jacques est arrivé derrière. Oui, alors il se trouve que mon père a eu une aventure amoureuse avec Edith Piaf qui a été assez importante et assez marquante. Qui d'ailleurs moi je connais pas mal de choses sur cette histoire et qui souvent est pas forcément très bien relatée dans les biographies. Parce que c'était bien plus qu'une parenthèse. C'est une rencontre de deux êtres qui se sont beaucoup apportés l'un et l'autre. Déjà, mon père m'a dit qu'Edith Piaf l'avait fait grandir artistiquement. Comme il l'avait pour Montand. Exactement. Oui, mais Montand en tant qu'interprète, là c'était plus sur un plan intellectuel parce que malgré ce qu'on pense, Edith Piaf avait une grande recherche de culture. Elle écoutait de la musique classique. Elle lisait énormément de livres. Elle lisait énormément. Ils ont partagé une aventure ensemble. Importante et spirituelle, puisque Edith Piaf était rosicrucienne. Et elle a convaincu les rosicruciens, ça n'a rien à voir avec une secte, je rassure tout le monde. On reçoit une revue et on vous propose des articles pour réfléchir spirituellement. Et Edith Piaf lui a demandé, pour fêter son adhésion aux rosicruciens, de faire une chanson qui est une chanson qui est dans le coffret qui s'appelle Soudain une vallée. Donc il y a eu, si vous voulez, bien sûr il y a eu une relation amoureuse, mais il y a eu bien plus que ça. Et puis je dois dire que mon père a toujours voulu rester très discret par rapport à cette aventure. Et je pense que c'est bien que ça soit ainsi. Même si Edith Piaf l'a quitté parce qu'on connaît la vie tumultueuse d'Edith Piaf. Je pense que mon père n'avait pas de rancune étant donné tout ce que a été apporté et lui a écrit une chanson hommage
que je trouve pour moi splendide, fait que beaucoup, et je crois de nombre de personnes aiment beaucoup cette chanson, Edith, où il lui rend un grand hommage. Alors, il se trouve que ça a commencé avec Edith Piaf chez elle, Boulevard Lannes. Elle lui a donné un concert un soir et il est tombé fou amoureux. Ça aussi, vous connaissez cette histoire. Ouais. Bah oui. Alors, il a reçu un appel de son secrétaire qui lui a dit voilà, Edith Piaf aimerait bien faire votre connaissance. Et donc, il a dîné, je crois qu'il y avait pas mal de monde à table. Toujours, 20 personnes à table minimum. Aznavour. Et puis, après le dîner, Edith a dit à mon père, est-ce que vous avez déjà vu mon récital? Mon père a dit non. Il a dit, écoutez, je vais vous le faire. Et donc, elle lui a fait son récital pour lui tout seul dans son salon. Et il est arrivé à New York sous un pseudonyme. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Monsieur Brun, son vrai nom. Monsieur Blanc, enfin, toutes sortes de noms parce qu'il voulait se cacher au départ. Oui. C'était une période un peu délicate dans la vie privée d'Edith Piaf. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, il a dû rester discret. Mais ce voyage pour lui a été aussi assez féerique parce que, alors d'abord, il a écrit L'homme à la moto dans une chambre à New York. Oui. Et puis elle l'a emmené à Los Angeles. Ils se sont. Je crois que j'ai vu ça dans un film produit par une télévision. Ils se baignent dans la piscine d'un acteur. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la piscine de Marlon Brando. Oui. Donc c'est étonnant, quoi, ce jeune homme de 35 ans qui va avec Edith Piaf, qui traverse les États-Unis, qui écrit L'homme à la moto là-bas. Et la moto, justement, on l'écoute. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, sa moto qui partait comme un boulet de canon. La terreur. Alors cette chanson, encore une fois, elle est connue de toutes les générations. Les jeunes la chantent aujourd'hui. Ils sont nombreux à faire ça. Mais il se trouve qu'au départ, c'est l'adaptation d'une chanson américaine, des Cheers, je crois. Et je crois que Jean Dréjac a pensé à cette chanson, Frédéric Dard, aux paroles, après avoir vu un film, L'équipé sauvage. Oui. Je crois il me semble que les compositeurs, Lieber and Stoller, je crois. Et là, c'est une adaptation qui est, je pense, bien faite, parce que les mots tombent comme il faut. Mais contrairement à une autre adaptation, dont on parlera peut-être plus tard, Bleu, Blanc, Blond, où il a fait tout à fait autre chose, là, il est resté très fidèle au texte original. Et il se trouve que L'équipé sauvage, ce film, ça a donné une idée à quelqu'un d'autre. En fait, c'était John Lennon qui voit ce film et il y a un groupe qui s'appelle les Beatles, B-E-E-T-L-E-S, et c'est comme ça qu'est né les Beatles, B-E-A-T-L-E-S, à cause de ce film. Et cette chanson a été un immense succès tout de suite et elle est restée un immense succès puisqu'il y a une version récente qui figure dans ce coffret. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur les biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la paume blême, et juste à l'intérieur on lisait Maman. On reconnaît la voix, c'est Florent Pagny qui a repris L'homme à la moto. C'est assez étonnant. Oui, c'est assez étonnant. Il l'a fait à l'Olympia. Oui. Mais alors on a eu un problème on n'a pas pu toutes les mettre, les versions, parce que sinon mais il y a beaucoup d'interprètes. Il y a Juliette qui est dans le coffret, il y a Brigitte Fontaine, il y a une adolescente il y a, je crois, 20 ans, Fanny, qui en avait refait un succès. Elle vit cette chanson. Oui, c'est fou d'ailleurs le nombre de chansons célèbres qu'on doit à Jean Dréjac alors qu'on a totalement oublié son nom, peut-être parce qu'il était trop discret. Alors écoutez, moi je pense que oui, déjà il y a cette discrétion, mais on est complètement dans la chanson de Charles Trenet. Longtemps après que les poètes aient disparu, leurs chansons sont encore dans les rues, mais on ne connaît pas le nom de l'auteur. Voilà. Donc ce qui est assez étonnant, oui, j'ai analysé ça, parce qu'en fait le public remarque surtout l'interprète plutôt que l'auteur-compositeur. Et c'est assez étonnant chez les auteurs, parce que moi-même, qui suis écrivain désormais, quand vous écrivez un livre, vous le signez votre livre, et il n'y a pas une tierce personne entre l'auteur et le livre. Donc, tous les écrivains, on connaît leur nom. Mais les auteurs de chansons, on connaît peu leur nom.
Voilà. Et Piaf, effectivement, a marqué la vie de Jean Dréjac. Elle a marqué aussi la vie d'un autre interprète pour lequel Jean Dréjac a écrit la chansonnette. La chansonnette, et passons la monnaie en garçon qui connaît. La chansonnette, il a fait ça. Un succès d'Yves Montand pour sa rentrée aussi à l'Olympia. Je crois que cette chanson est née au retour de vacances à Megève, Frédéric. Oui, exactement. Alors cette chanson, elle a le moment de la création est assez amusant. Parce que en fait, on est au tout début des années 60. Et mon père sent qu'il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement et qu'il va avoir du mal à avoir autant de succès qu'il en avait auparavant. Donc il part dans sa station merveilleuse où il a rencontré ma mère et qui est là où il se sent bien pour se ressourcer. Il va à Megève. Il se casse la jambe. Il est obligé de rester allongé. Oui. Et puis Philippe Gérard vient le chercher. Philippe Gérard, compositeur d'ailleurs. Oui, grand compositeur qui a composé pour beaucoup de poètes aussi, qui a mis en musique de nombreux poètes et qui a travaillé pas mal avec Montand. Et il va voir mon père, il vient le chercher à Megève. Il lui dit, écoute Jean, là ça fait 1 mois et demi que t'es à Megève. Il y a Yves Montand qui va faire sa rentrée, ça serait quand même bête qu'on lui propose pas une chanson. Mon père dit, bon, bah écoute, allez, d'accord, tu me ramènes à Paris. Et là, dans la voiture, c'est vraiment l'histoire de ce retour de la montagne à Paris. La la la, mine de rien, la voilà qui revient, la chansonnette. Elle avait disparu, le pavé de ma rue. C'est parce qu'elle avait disparu pendant 2 mois et alors elle est en train de revenir dans son esprit. Voilà. Et c'est né comme ça. Et cette chanson a été numéro 1 à l'ancêtre du hit parade qui s'appelait la Bourse des vedettes à l'époque. Elle était numéro 1 pendant plusieurs semaines. Puis une autre chanson que vous avez évoquée aussi et dont l'adaptation est très différente. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil. On a beaucoup entendu cette chanson puisque Marcel Amont nous a quittés voici quelques semaines. Oui, on a une pensée pour lui. C'est très triste, sa disparition. C'était vraiment un artiste formidable, un homme formidable. Oui, il avait entendu, je crois, la mélodie à New York dans un taxi. Il avait dit ça m'intéresse. Et il avait vu donc Jean Dréjac, votre père, qui en avait écrit les paroles, Frédéric Brun. Oui. Mais alors là, ça a été moins facile que pour Le Petit Vin Blanc, la chansonnette et Toutes celles de Paris. Parce que mon père a commencé par faire un premier texte qui s'appelait Françoise au bas bleu. Et puis Marcel lui a dit écoute, elle est pas mal, mais on pourrait peut-être faire autre chose. Et puis après, il a retravaillé, puis il a fait Bleu Blanc Blond. Qui a été aussi un immense succès. Oui, alors pour le coup, qui n'a rien à voir avec le texte original, oui. Qui s'appelle Trou Trou Happiness. Oui, exactement. Et puis une autre chanson aussi, qui a été un des premiers succès de Dalida, et qui a été aussi un succès par les compagnons de la chanson. Hier c'était le printemps dans l'estravalure. Hier il avait 20 ans, mais cela ne dure que le temps d'un instant, car la vie est dure. L'Arlequin de Tolède, qui a été un succès de Dalida, un des premiers succès, et les compagnons de la chanson. Et là aussi, c'est un point commun avec Edith Piaf, puisque Edith Piaf a découvert les compagnons. Je sais pas si elle a chanté les Trois Cloches avec eux. C'est Hubert Giraud, là, à nouveau, je crois. Absolument. Et là aussi, c'est une mécanique de précision, chaque texte, Frédéric Brun. Oui. Je pense qu'ils ont fait un voyage en Espagne. Vous savez, c'était assez spontané. Mon père n'était pas un travailleur régulier à des heures particulières. Ça venait comme ça. Les circonstances de la vie faisaient naître des chansons. Et je pense que l'Arlequin de Tolède est peut-être né lors de ce voyage en Espagne avec Hubert Giraud. Voilà. Et cette chanson, effectivement, en 59, je crois, c'est Dalida qui l'a chantée. Et elle est très belle, la version de Dalida, oui. Et les compagnons de la chanson... elle est très belle aussi, il a fallu choisir. Et des compagnons de la chanson, le chef, c'était Jean-Louis Jobert. Alors, il dirigeait le groupe, mais il faisait semblant de chanter quelquefois derrière le groupe complètement, mais il comptait les spectateurs dans la salle, et dès la 3e chanson, il était capable de dire la recette de la soirée. C'était très particulier. Mais eux aussi ont fait le tour du monde. Oui, c'est vrai. Voilà. Cette chanson est dans ce coffret qu'on va évoquer à travers une autre date, le 14 avril 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Brun.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Brun, fils de Jean Dréjac, qu'on évoque 20 ans après sa disparition avec un coffret Jukebox Troubadour, sorti le 14 avril 2023, et ce roman de Jean chez Poésis, qui est sa vie et ses mémoires. Alors pourquoi aujourd'hui avoir sorti ce livre et ce coffret, Frédéric Brun ? Alors ce livre a une histoire particulière. En fait, j'ai évolué dans le monde de la chanson pendant une quinzaine d'années en tant qu'auteur de chansons et éditeur. Et puis quand ma mère est partie, j'ai eu envie de partir vers autre chose. J'ai écrit un premier livre qui s'appelait Perla, qui est le prix Goncourt des premiers romans. Oui. C'était, j'ai été surpris quand mon éditeur l'a annoncé. Je pensais pas que obtenir ce prix ainsi. Perla était le prénom de votre mère. Voilà, Perla était le prénom de ma mère. Et en fait, j'ai annoncé à mon éditeur, le jour de la signature du contrat, que je voulais faire une trilogie familiale. Pourquoi trilogie familiale ? Parce que mes parents avaient un destin singulier. Alors en ce qui concerne mon père et ma mère, pour deux raisons, hélas totalement opposées, puisque ma mère a été déportée à Auschwitz, et que mon père a eu ce destin singulier de parcours dans la chanson. Et j'ai commencé par sortir un livre sur ma mère, et puis après je me suis dit, il faut que si je raconte la vie de ma mère, il faut que je raconte la vie de mon père. Et en commençant à vouloir l'écrire, j'ai trouvé des choses incroyables, parce que il a fallu que je vide son appartement, et sur son bureau, j'ai trouvé quelques brouillons. Et notamment un premier chapitre qui avait été remanié 4-5 fois. Je suis né à Grenoble en 1921 dans une maison qui n'existe plus. Et puis il avait écrit aussi la dernière phrase du livre. Et voilà le livre qui devait être écrit pour que mon fils sache. Et entre les deux, rien. Pendant 10-15 ans, j'ai entendu mon père me dire « Un jour, j'écrirai mes mémoires, mais il me faudrait que je sois bien installé dans une maison, il faudrait que le moment vienne, etc. » Il ne l'a jamais fait. Il avait juste un dossier où il y avait marqué « Livre Perla, livre Jean ». Quand j'ai vu ces notes, je me suis dit « Il y a la première page, il y a la dernière page. Je vais l'écrire, ce livre. Puisque j'ai fait Perla, je vais écrire ce livre. » Donc ce livre est né en 2008, après Perla. Et puis je l'avais peut-être écrit un peu vite à l'époque, et j'ai ressenti vraiment le besoin de le remanier pour cet hommage. Donc j'ai beaucoup travaillé pour le remanier. Et il y a quelque chose qui est assez important aussi, c'est que les livres ont un double aspect en fait. Il y a une phrase de Georges Perec qui dit l'écriture pour moi est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. Et c'est vrai que le destin de ma mère et le destin de mon père me donnent l'occasion d'exprimer des choses que je ressens personnellement. Donc c'est le point de départ, c'est la vie de mon père et la vie de ma mère. Et puis il y a aussi des réflexions personnelles. Ce ne sont pas que des livres sur eux. Mais je peux vous confirmer que Jean Dréjac voulait écrire ses mémoires à plusieurs reprises. Il m'a donné un petit dossier, une petite brochure où il y avait juste les photos et des petits formats de ses chansons célèbres. En disant, mais qu'est-ce que je peux en faire ? Il hésitait à écrire ce livre. Je lui avais dit, Jean, il faut l'écrire. Ah oui, mais peut-être exactement comme vous, peut-être un jour. Oui. C'est resté à cette petite brochure. Alors, et ce coffret, donc d'ailleurs, est né dans la foulée chez EPM. Il s'appelle Jukebox Troubadour. C'est le titre d'une chanson que justement Jean Dréjac interprète. Elle était si plate, jukebox troubadour, de petites agates piquées sous du velours. Un corps d'enfant pauvre qu'on n'ose pas serrer, j'y ai vu que du mauvais quand elle m'a ferré. Ça, c'est la voix de Jean Dréjac. Pourquoi ces coffrets s'intitulent après l'embellie, le regard plus vaste que le prophète Ali. En fait, je suis ravi de ce titre. Parce que le coffret est composé de 3 CD. Le premier, c'est les chansons de ma jeunesse. On en a évoqué certaines. Grosso modo, 1944-1956. Le dernier s'appelle « Comme elle est longue à mourir ma jeunesse », donc les chansons de la maturité et la fin de son existence. Et il y avait ce CD qui correspondait à l'époque des 45 tours.
Et je trouvais que mon père, malgré l'époque des 45 tours, avait évolué au niveau de son écriture. On sent que c'est une époque où il est un peu plus acide, un peu moins optimiste. Il y a une chanson qui s'appelle « À l'enterrement de mes illusions ». Mais il y a toujours cette veine poétique. Je pense que si on doit reconnaître une qualité à mon père, c'est qu'il a su marier chanson populaire et poésie. Et pour moi, l'époque du 45 tours, jukebox, on est dans les années des 45 tours, oui. Et troubadour, c'est pour l'aspect poète. Voilà. Il se trouve donc que vous avez voulu faire ce coffret en réunissant des chansons qu'on croit avoir oubliées, mais qu'on connaît par cœur. Oui. Alors, il y a tous les succès populaires, mais il y a aussi il y a certaines chansons qu'on ne connaît pas. Les succès, on les connaît, mais il y a des chansons qui ont eu des petits succès qu'on ne connaît plus. Il y a des chansons qui n'ont eu aucun succès, mais que j'ai trouvé qui étaient quand même intéressantes. Et sur le premier coffret, il y a une chanson qui s'appelle « Derrière le gris », personne ne la connaît. Je trouve le texte très joli. Et puis, cette dernière période de « Comme elle est longue à mourir ma jeunesse », pour moi, cette collaboration avec Michel Legrand a fait naître vraiment des chansons vraiment importantes. Et pour moi, c'est ma période préférée. Et justement, Michel Legrand, ça a été un ami très cher, on va en parler, de Jean Dréjac. Et il a enregistré une chanson qui, elle aussi, a fait le tour du monde. C'était l'été 42. J'avais 15 ans, tu étais belle. Autour de nous, c'était la guerre. Alors, cette chanson a une histoire. La mélodie a été commandée aux États-Unis à Michel Legrand un vendredi. Il devait la livrer le mercredi matin. Il l'a fait spontanément. Et c'est une chanson qui a obtenu un Oscar. C'est extraordinaire. Oui, c'est. Et Jean Dréjac a fait les paroles. Oui. Ça s'est fait en même temps, en fait, anglais et français, parce que les paroliers de Michel Legrand aux États-Unis, c'était époux et femme, les John and Marilyn Bergman, je crois, si je ne me trompe pas dans les prénoms. C'est ça. Et là, donc, il a fait des paroles françaises parce qu'il y avait une véritable amitié entre Michel Legrand et Jean Dréjac, l'auteur et le compositeur, qui était né, je crois, un jour dans le bureau de la mère de Michel Legrand. Oui. Alors, ce que m'a raconté mon père sur Michel Legrand, c'est assez étonnant parce que quand Michel Legrand a rencontré mon père pour la première fois, c'est mon père qui était connu et Michel Legrand qui n'était pas connu. Oui, il était tout jeune. Il était tout jeune. Et mon père s'amusait à dire qu'il était en culotte courte. Oui. Mais il n'était pas connu. Et après, Michel Legrand, on connaît sa carrière, il est devenu beaucoup plus connu que mon père. Alors, mais une amitié est née. Mais cette amitié n'a pas donné tout de suite une collaboration, en fait. Et puis, ils ont commencé à faire des chansons à la fin des années 50, des chansons qui n'ont pas... qui n'ont pas marqué le public plus que ça, qui sont des chansons intéressantes, comme « Va pas t'imaginer » pour Patachou. Ils ont fait quelques chansons à cette époque, « À l'enterrement de mes illusions » qu'elle chantait mon père. Mon père m'a d'ailleurs raconté la première chanson qu'il avait faite avec Michel Legrand qui n'a jamais été enregistrée. Oui. Et je cherche un appartement pas trop petit, pas trop grand. Je me suis dit, c'est peut-être mieux qu'elle soit pas enregistrée. Mais voilà. Mais ils ont mis un certain temps pour vraiment collaborer ensemble. Et je crois que la vraie collaboration ensemble, je ne connais pas la date exacte, mais pour moi, le point de départ, c'est « Comme elle est longue à mourir ma jeunesse », chanté par Michel Legrand, repris après par Reggiani. Et là, on doit être au milieu des années 60. Et justement, cette chanson, on l'écoute par Serge Reggiani. Et je regarde fleurir une rose du printemps. Et je retrouve soudain quelque chose. Alors, Reggiani qui ne voulait pas chanter, Barbara l'a forcé à chanter, il lui a donné un professeur pour perfectionner sa voix. Finalement, il est devenu un chanteur plus qu'un comédien.
Oui, mais il y a une émotion incroyable, je trouve, dans les interprétations de Serge Reggiani. Et Serge Reggiani a eu un mot très aimable, parce qu'il y a eu un documentaire sur la vie de mon père qui avait été produit il y a 20 ans, qui retraçait son parcours. Et il avait été interviewé à cette occasion. Et il a eu un mot très, très, très gentil pour mon père. Il a dit, vous savez, rien que dans ce titre, comme elle est longue à mourir ma jeunesse, le titre est tellement long, exprime déjà toute la chanson. Et une autre chanson aussi qui a été reprise par quelqu'un que nous connaissons bien et qui à l'origine était chantée par Georges Guettari. Vous l'avez deviné, j'y suis retourné, maintenant je connais tout le monde. Victor et Titi, Fernand le tout petit, Nénès et Mimi la blonde. D'ailleurs des beaux yeux, y en a tant qu'on veut, ils vont par deux. Et plaques dans les coins, on est aussi bien. Renaud qui à ses débuts chantait le côté Titi parisien, il a repris le petit bal du samedi soir à tel point que beaucoup de ses fans pensent que c'est une chanson de Renaud. Oui, alors c'est bien qu'il l'a bien chanté. C'est le second succès de mon père. Oui. Je crois, vous connaissez bien les dates. Je crois que c'est 1946. Exactement. Et je me souviens souvent, c'est intéressant pour les gens qui s'intéressent à la chanson, qui veulent se lancer dans ce métier. Mon père m'a toujours dit, c'est dur d'avoir un succès, mais c'est encore plus dur d'en avoir un second. Et en fait, il a été très content de ce second succès du petit bal du samedi soir, qui est arrivé en fait 2 ans après le Petit Vin Blanc. Voilà, et qui correspond aussi à une époque de la libération de Paris. Et puis il y a une chanson aussi d'Henri Salvador, dont les paroles sont de votre père, Jean-André Jacques. Un air de France, au goût d'enfance, qu'on reconnaît comme un Matisse, comme un Monet. Et ça, c'est le symbole finalement de ce que Henri Salvador et Jean-André Jacques et Michel Legrand et d'autres aimaient. C'est un air de France, un symbole de la chanson française, Frédéric Brun. Oui. Mais je suis très content que cette chanson soit dans le coffret parce que je trouve qu'elle correspond bien aussi à l'état d'esprit de mon père. D'abord son amour pour la France, qui est son amour pour Paris, son amour pour la France. Ça, c'est une première chose. Un certain état d'esprit de la chanson française. Son idole, c'était Charles Trenet. Et Charles Trenet a fait des succès mondiaux. La mer, que reste-t-il de nos amours, ce sont des chansons qui ont fait le tour du monde. Et en fait, c'est la représentation pour lui d'une chanson réussie qui arrive à traverser les frontières et qui vient de France avec finalement ce son français, cette culture française. Oui, et c'est pour ça que ce coffret est important, Jukebox Troubadour, parce qu'on se rend compte finalement que chanson française, comme disait Aznavour, c'est un pléonasme. La chanson est française. Il y a dans ce coffret chez EPM beaucoup de chansons connues et inconnues. Et ce roman de Jean à côté que vous avez écrit, Frédéric Brun, chez Poésie, pour compléter. Et puis merci d'avoir écrit parce que ça correspond à une idée de la France dont on a bien besoin aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le pensez comme moi, mais moi j'en suis convaincu. Oui, c'est vrai. Nous sommes d'accord. Merci. Merci Jacques. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.